Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'analyse complète de l'entreprise Oracle. On va commencer par l'analyse qualitative et en deuxième partie, on va voir l'analyse quantitative. Et à la suite de tout cela, on va voir si c'est vraiment pertinent ou intéressant de rentrer sur cette action. Et donc, on commence tout de suite par l'analyse qualitative. Dans le fond, Oracle, c'est un éditeur de logiciels et d'entreprises et fournisseur de cloud. Ça va être vraiment tout récemment. Mais sinon, historiquement, il était vraiment plus centré sur les databases. Mais aujourd'hui, il se repositionne sur le cloud applicatif. Donc, tout d'abord, je vais juste vous dire pourquoi j'ai décidé d'analyser cette entreprise. Car depuis ses plus hauts, qui est connu en septembre de cette année, on voit qu'il a chuté de un peu plus de 48%. Bon, il a repris un 6% vendredi dernier. On va voir pourquoi. Mais je me dis que ce serait peut-être intéressant d'aller voir si il y a une opportunité à gagner là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'analyser cette entreprise et à la fin, comme je vous ai dit, on va voir si ce serait une bonne opportunité ou non. Bon, c'est pas un conseil en investissement, je fais ça juste pour moi, c'est vraiment selon ma compréhension à moi. Si vous voulez vous rentrer ou non, il faut faire vos propres recherches. Donc, on continue sur l'analyse qualitative. On va voir c'est quoi ces modèles économiques, on va voir comment elle fait de l'argent. Donc, c'est parti. Donc, ça va être des logiciels d'entreprise. Vous allez voir, c'est vraiment une entreprise très diversifiée. Ici, on voit qu'elle a des logiciels qui vont être spécifiques pour la gestion financière, des ressources humaines, relations clients, ainsi que ses databases. C'est vraiment son produit historique et le plus connu. Ensuite, elle va avoir des infrastructures technologiques. Ça va être du stockage, des serveurs, systèmes intégrés, des outils de cybersécurité et son fameux cloud qui récemment, ça va partir de 2022, qui est le OCI. Ça va être Oracle Cloud Infrastructure. Il va proposer ça c'est le Subscription as a Service, le PaaS Platform as a Service et Infrastructure as a Service. Donc ça c'est son fameux cloud qu'elle a mis en point tout récemment pour faire changement de son historique qui était le database. Donc, on va voir comment elle fait de l'argent. C'est vraiment très important de savoir l'entreprise avant d'investir, comment elle fait de l'argent. Donc, en premier, on retrouve les abonnements au cloud parmi ces trois sources. Donc, c'est la partie qui croît le plus vite, bien évidemment. C'est les clients payent chaque mois ou chaque année. Donc, ça va être des revenus quand même récurrents et rentables et qui vont être stables dans le temps. Elle a également des licences et le support on-premise, ça va être vraiment son business économique historique. En fond, ça va être pour des clients qui installent des logiciels dans leur propre data center. C'est Oracle, elle gagne de l'argent via la vente de ses licences, des frais annuels qu'elle charge pour le support. Le support on-premise est historiquement qui a le plus grosse marge, mais comme je disais, depuis 2022, ils essaient de migrer progressivement vers le cloud Oracle. C'est peut-être un relais de croissance pour eux. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Est-ce que ça pourrait être la voie de la croissance pour cette entreprise ou non? Donc ici, un petit tableau pour voir comment c'est réparti les revenus de cette entreprise. Donc, on voit que 50% est issu du cloud, 36% ça va être le software, le hardware, et de 5% et les services qui sont à 9% du total du revenu pour Oracle. Et le troisième segment, ça va être la vente de matériel et les services. Ça va être des services, des serveurs haut de gamme, X-Data, des services de conseil, d'intégration ainsi que de formation. Ça va être le moins rentable que le cloud, mais ça va être très important pour les clients qui ont des systèmes critiques. Ok, maintenant on va passer sur les concurrents de cette entreprise. Comme vous allez voir ici sur l'image, elle n'a pas vraiment un seul concurrent. Il n'y a aucun qui fait exactement la même chose qu'Oracle. Ça va être vraiment des concurrents sur plusieurs segments, vu que c'est une entreprise qui est très diversifiée. On peut voir ici sur les bases de données, ça va être Microsoft, les logiciels pour les ressources humaines. Ici, on retrouve SAP, Workday, ADP,
ADP, en passant, c'est vraiment une entreprise que j'ai découvert récemment. C'est vraiment une excellente entreprise que j'ai analysée. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur cette entreprise. Ensuite, il y a le cloud d'infrastructure. Ça va être vraiment Google Cloud, Azure, ainsi que AWS. Et on retrouve le ERP pour les PME, qui est vraiment le gros gagnant ici, c'est SAP Business, ainsi que Intuit. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle a des avantages ou des désavantages par rapport à ses concurrents. On va commencer avec les avantages qu'elle a. Dans le fond, Oracle, elle a une base de données qui est tellement énorme, elle est captive, elle a un switching cost vraiment très élevé comparativement aux autres concurrents. Expertise dans le database, ça va être capacité à vendre du cloud à ses clients existants. Dans le fond, database, elle a tellement de clients historiques qui sont sur ces databases, puis maintenant, vu qu'elle décide de migrer tout cela vers le cloud, donc elle va être capable de vendre ce cloud à ses anciens clients existants. Les désavantages, par exemple, ça va être bien évidemment, vu que c'est une entreprise quand même qui est ancienne, ça fait 20-30 ans qu'elle fait cela. Donc, elle va être beaucoup moins user experience que les cloud natives. Elle a toujours une image de legacy, une croissance un peu plus lente que les pure players. Et pour l'instant, elle est vraiment très en retard, car elle a juste 5% du cloud mondial. OCI, il va être beaucoup plus un challenger qu'un vrai concurrent pour AWS et Azure. Et la partie importante quand même pour l'analyse de l'entreprise, c'est vraiment de voir l'avantage concurrentiel de l'entreprise qu'on décide d'analyser, si pour l'acheter ou non. Dans le fond, pour Oracle ici, ça va être le coût de changement, le fameux switching cost qui va être le plus fort. Voir qu'il y en a un deuxième, mais ça c'est vraiment son plus fort avantage concurrentiel. Pourquoi c'est vraiment un avantage concurrentiel ici? Parce que Oracle détient des bases de données qui vont avoir des missions critiques d'un ERP au cœur du processus financier, va avoir des données historiques massives, risque opérationnel énorme si une entreprise elle décide de migrer tout cela vers un concurrent. Donc ici, migrer Oracle Database et le ERP, ça va être des projets sur plusieurs années. Donc ici, on peut se dire que une perte de temps, on va avoir une perte d'argent ici, ça va être millions d'années, il y a un risque de perte de ces données. Donc c'est pour cela que l'entreprise souvent décide de rester chez Oracle. Et le deuxième avantage concurrentiel, je trouve qu'il est un peu moins fort que le premier, ça va être les actifs intangibles. Donc, elle va avoir une propriété intellectuelle, surtout sur le database, parce que c'est le plus gros fournisseur de database au monde. Elle va avoir le standard de facto, car Oracle, c'est vraiment la référence dans de nombreuses industries. Ses produits sont tellement répandus. Donc, ça, c'est un autre actif intangible, c'est un autre mode qu'elle dispose. Je trouve qu'il va être en lien avec le premier, mais il va être beaucoup moins fort, selon moi. Donc, ça, c'est les avantages concurrentiels dont dispose Oracle. Ok, par la suite, on va voir les risques et les opportunités de cette entreprise. Donc, une des opportunités qu'on peut considérer également comme un risque, ça va être le deal qu'elle a eu avec OpenAI. Je pense que c'était en début novembre ou septembre, si je ne me trompe pas. Dans le fond, okay, ouais, c'était en septembre ici, c'est pour ça qu'elle a explosé de plus de 35% à l'annonce de ce deal à 300 milliards de dollars. Bien évidemment, c'était pas sûr. C'était pas un chèque de 300 milliards de dollars qu'elle allait recevoir d'un coup, mais c'était vraiment échelonné sur plusieurs années. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis dans opportunité et je dis que ça pourrait être également dans les risques parce qu'à l'heure actuelle, OpenAI ne fait vraiment pas beaucoup d'argent, pas une énorme somme comme ça. Je pense que cette année était autour des 20 milliards de chiffres d'affaires. Je dis chiffre d'affaires, c'est même pas bénéfice net. Donc, est-ce que c'est vraiment un deal qu'elle va respecter sur le long terme ou non? Ça, on le sait pas. Malgré qu'on sait qu'OpenAI elle consomme des volumes hors normes de database, des besoins en lien sont exponentiels et elle va avoir des contrats pluriannuels, donc sur plusieurs années. Est-ce que ça va marcher ou non? Ça, je ne pourrais pas le dire. Donc, pour l'instant, ça pourrait être une opportunité, puis ça pourrait être un risque si ce n'est pas
réalisé. Donc ensuite, ce vendredi, on a eu une annonce comme quoi les données des utilisateurs américains de TikTok vont être stockées chez Oracle Cloud Infrastructure. Donc ça a été vraiment une très bonne nouvelle. C'est pour ça qu'elle a eu un rebond de son titre de plus de 6%. Ça va être vraiment une bonne opportunité pour cette entreprise. Ensuite, les risques que moi j'ai détectés. Tout récemment, on a eu une perte d'un de ses plus grands partenaires, qui est Blue Hole Capital, dans le fond, qui a déclaré qu'il ne soutiendrait pas son accord de 10 milliards de dollars pour sa prochaine installation. Ça, c'est vraiment une énorme perte pour Oracle. C'est pour ça que son titre il a quand même dégringolé depuis ses plus hauts. Ensuite, Oracle s'est fortement endetté pour s'imposer comme un acteur majeur dans l'infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle. On va voir, c'est vraiment la dette pour cette entreprise, elle a vraiment augmenté énormément ces dernières années. Et la dernière, ça va être la grande question sur la rentabilité de l'IA. Est-ce que ça va vraiment être rentable, l'intelligence artificielle, au point de justifier autant d'investissements? Ça, malheureusement, je ne pourrais pas répondre, mais je le mets quand même ici comme un risque parce que beaucoup en parlent présentement. Est-ce que l'intelligence artificielle va être vraiment autant rentable? Est-ce que tous ces investissements vont être justifiés ou non? Ça, je ne pourrais vraiment pas répondre. Je pourrais peut-être vous faire votre propre idée sur le sujet. Mais pour l'instant, je le mets quand même comme risque ici. Et ça pourrait être une très bonne opportunité si ça va être le cas. Soit l'intelligence artificielle va être très rentable dans le futur. Et maintenant, on est déjà sur la deuxième partie qui va être l'analyse quantitative. Ici en bleu, ça va être le revenu annuel pour Oracle et les lignes orange ici, ça va être le bénéfice net par action. Ce qu'on remarque ici, on voit que de 2016 jusqu'au tour de 2021, on voit que la courbe est quasiment flat. Il n'y a pas eu vraiment une grande croissance sur ces années-là. Puis depuis 2022, à partir qu'elle s'est mise à tout migrer vers le cloud et offrir la solution cloud, on voit que son revenu a également explosé. Ici, j'ai retiré quelques points. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, augmentation de son revenu depuis 2022, ça va être l'offre du cloud SaaS et des supports récurrents. Ça va être vraiment une énorme rente d'argent ici. Également l'acquisition de CERN à partir de 2022, donc rajoute ici du revenu pour l'entreprise et les contrats cloud qui va être de très grande taille. Ensuite, pour le bénéfice net par action, on voit qu'il est vraiment pas stable, il fait un petit peu des zigzags, mais on voit que depuis 2022, il est vraiment monté en flèche, passant de 2.4 jusqu'à 4.2, c'est vraiment une croissance élevée. On pourrait la regarder ici. Enfin, on va aller sélectionner le bénéfice net par action, puis on va mettre depuis 2022. Alors, le bénéfice net, on voit qu'il y a une croissance de un peu plus de 23% annuellement, ce qui est vraiment très élevé si on compare aux 10 dernières années qui a eu une croissance de 6%. Ensuite, on passe sur les marges. Ici, c'est sur 10 ans. On voit que de 2016 jusqu'en 2022, c'était relativement stable au niveau des marges. Bon, ici, ça a passé de 24% jusqu'à 34% pour la marge nette, 34% jusqu'à 37% pour la marge opérationnelle et la marge brute, c'était vraiment stable. À partir de 2022, il y a eu vraiment une pression sur les marges ici et c'est vraiment pas bon, selon moi. On va voir si elle se reprend. Bon, on voit qu'elle se reprend ici depuis 2022 jusqu'à maintenant. Les marges reprennent, mais elles ne sont toujours pas retournées à ce qu'elle avait avant 2021. Parfait. Maintenant, on va aller regarder le free cash flow de l'entreprise. Notre ratio vraiment important à regarder. Et on va regarder la dette nette de l'entreprise. Bon, en bleu, c'est le free cash flow. On voit que, bon,
il n'y a vraiment pas eu une grosse croissance depuis 2016 ici. Jusqu'en 2021, c'était stable. Bon, elle avait quand même 13 milliards elle était à 12 milliards, puis elle passait à 13 milliards de free cash flow, quand même très bon. Bon, il n'y a pas eu de croissance, mais c'est l'entreprise qui dégageait du free cash flow. Bon, mais à partir de 2021, on voit que ça a vraiment baissé au niveau de son free cash flow pour être négatif pour cette année. Donc, elle investit énormément de son argent pour l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que ça va vraiment rapporter quelque chose ou non? Je ne sais pas. Et on voit également qu'elle a eu une augmentation de sa dette depuis 2019, alors que historiquement c'était une dette négative. Ça veut dire qu'elle détenait beaucoup plus de cash que de dette, mais depuis 2019, bon, ici c'était quand même soutenable, c'était correct. Il n'y avait pas de problème, mais présentement, comme on peut voir, elle est à 92 milliards de dettes, or que son free cash flow est négatif. Moi, personnellement, ici, c'est vraiment un red flag, c'est vraiment une alarme qui sonne ici, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais moi, j'aime pas voir ça quand j'investis dans une entreprise. On va voir, les capex ont vraiment explosé sur les dernières années. On va aller chercher le capex et le operating cash flow ici. Donc, on voit qu'elle fait un operating cash flow de 20 milliards et elle a des capex ici de 21 milliards. Donc, il y a vraiment un énorme... donc, ça explique pourquoi ce free cash flow qui est négatif, car le free cash flow, ça va être l'operating cash flow moins le capex. Et vu que l'operating cash flow est de 20 milliards et le capex est de 21, donc si on fait la soustraction, on trouve un chiffre négatif. Donc c'est pour ça que c'est négatif en ce moment. Donc comme vous pouvez voir ici, elle a vraiment accéléré ses investissements. Et si son capex, elle a beaucoup investi. Donc est-ce que c'est bon, c'est pas bon, je pourrais pas vraiment dire. Si ça rapporte demain, ça pourrait être bon, mais si ça vaut pas la peine, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant ou non. Le problème qui se pose ici, c'est que si on compare par exemple à une entreprise qui va être qui investit autant également, mettons on va prendre Google ici, on voit que bon, son operating cash flow par exemple pour Google est de 151 milliards de dollars et elle a un capex de 77. Ça reste que son free cash flow va être positif, or que ici pour Oracle est négatif. Elle investit beaucoup plus que ce qu'elle a et c'est pour cela qu'elle va aller s'endetter. Qu'on peut voir ici la dette nette qui est de 92 milliards. Attends, je vais enlever les autres pour Google pour que ça va être beaucoup moins. Ici, on voit qu'elle est passée à 92 milliards. Elle était juste il y a 5 ans en arrière, elle était à 28, maintenant elle est à 92 milliards de dollars. C'est beaucoup élevé. Moi, je trouve surtout qu'elle a un free cash flow négatif en ce moment. Donc, on va regarder la valorisation maintenant, le PE. Bon, vous vous en doutez que le price to free cash flow va être négatif. Donc, je vais juste le montrer pour montrer que ça va être négatif pour le moment. Fait qu'on ne le regardera pas pour l'instant. On va voir le PE. Le PE, présentement, est à 36. C'est vraiment pas très élevé non plus. Mais quand même... va être, on va dire, qu'il est dans la moyenne historique de l'entreprise. Donc, c'est pas vraiment très, très élevé, surtout vu qu'elle a baissé énormément, car à ses tops, c'était autour des 72, 65, c'est vraiment très élevé. Moi, je trouve, sinon, pour se donner une idée, si mettons elle arrêterait de faire autant d'investissements, ça veut dire qu'elle diminuerait ses capex. On va aller regarder le operating cash flow. Dans le fond ici, ça va être le prix qui va sont les capex. Dans le fond, c'est les operating cash flow sont les capex. Et on voit que présentement, il est à 24, ce qui est vraiment pas très élevé, ce qui est quand même bon. Donc, mais par exemple, ici, si elle arrêterait ses investissements,
Donc on voit qu'il est autour des 24, c'est vraiment pas très élevé. Regardez si elle rachète ses actions, on voit que historiquement, oui, elle a quand même baissé d'un peu plus de 50% ici jusqu'en 2000. Ouais, on voit que elle est passée de 4 milliards jusqu'à 2 milliards. On voit qu'elle a baissé de 38% à hauteur de 6,7% annuellement. C'était vraiment très très bon. Elle a racheté énormément ces entreprises. Dans le fond, Oracle, historiquement, c'était une entreprise qui avait énormément de cash, qui dégageait beaucoup de cash, qui est en train de changer. Dans le fond, ça pourrait être vraiment très bien pour cette entreprise. Dans le fond, elle ne s'est pas juste stagnée sur ses lauriers, elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Peut-être en train d'investir pour complètement tout changer. Comme elle a vu en 2022, elle s'est mise pour le cloud. Donc, ça peut être vraiment un relais de croissance pour cette entreprise. Puis peut-être dans quelques années, elle va réussir vraiment à se démarquer par rapport aux autres. Donc, sinon, historiquement, comme on peut voir ici, elle dégageait énormément de cash flow, puis elle faisait des rachats d'actions. Elle donnait également un dividende, mais elle a décidé d'investir pour ne pas mourir. Moi, je trouve que ça pourrait être vraiment bon, mais ce qui me dérange, c'est vraiment la dette présentement qui est très, très élevée. Est-ce qu'elle va réussir à la payer? Surtout qu'il y a beaucoup de risques, surtout pour l'intelligence artificielle. Donc, moi, personnellement, je pense que je vais attendre avant de me mettre sur cette entreprise. Honnêtement, une entreprise très, très endettée, moi, ça me dit directement un non. C'est pas que j'aime pas des entreprises qui ont des dettes, ça pourrait être vraiment un levier sur le long terme, mais comme que la dette que cette entreprise a, moi, je trouve que c'est vraiment très élevé. Et pour cela, je ne rentre pas sur l'entreprise. Ici, bon, c'était des points à retenir sur la dette, juste pour expliquer pourquoi elle a eu énormément de dettes. Dans le fond, elle a fait une acquisition en 2022 autour de 28 milliards, un net suite de 9 milliards. Elle a emprunté également beaucoup d'argent pour faire ses rachats d'actions, mais jusqu'à là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas vraiment autant de dettes quand elle avait fait ça. C'était beaucoup plus dans ces années-là. Puis on a vu que la dette elle a vraiment explosé beaucoup plus tard. Ensuite, des dépenses massives pour les data centers, les serveurs IA, c'est l'infrastructure OEC. Moi, je trouve que c'est vraiment ça qui a fait exploser sa dette. Donc, c'est vraiment un pari risqué. Si l'intelligence artificielle s'avoue qu'elle est vraiment très rentable, elle va en profiter. Mais si ce n'est pas le cas, elle va vraiment être difficile pour rembourser sa dette, surtout que son free cash flow présentement est négatif. Ensuite, maintenant on va faire quand même un prix juste à payer pour cette entreprise. Bon, ici j'ai pris trois scénarios, le pessimiste, le neutre et l'optimiste. Puis comme vous pouvez voir ici, le pessimiste est vraiment pas pessimiste. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait ici pour le 11%? Je l'ai pris de la croissance qu'elle a eue historiquement. Si on retourne sur historiquement, elle a eu une croissance de 11% de son bénéfice net par action. Et c'est pour cela que j'ai mis 11%. Pour le neutre ici, 16%. Si mettons, ça se concrétise, toutes les deals qu'elle a eu puis que l'intelligence artificielle s'avoue qu'elle est rentable, donc je trouve qu'elle pourrait gagner des parts dans cette opportunité. C'est pour cela que j'ai mis quand même un 16%, beaucoup moins que ce que les analystes, eux, ils prévoient. Donc j'ai mis un 16% optimiste, ici c'est 21%. Ici c'est vraiment si l'entreprise, elle défonce tout sur son passage, contrat avec Oracle qui réussit, Oracle qui finalement OpenAI finalement qui s'avoue qui est très rentable, fait qu'elle va avoir un partenariat avec elle, également TikTok, les serveurs qui vont être utilisés pour ça dans le prise, puis TikTok dans le futur ça va être vraiment très rentable. Donc j'ai mis un 21%. Donc ça me donnait grosso modo pour le pessimiste, ça me donnait un prix juste à rentrer à 142. Pour le neutre à 215,57 et le optimiste à 297. Disons que maintenant l'entreprise est cotée à 191%.
On a avec ici avec ce prix-là de neutre, on a une marge de sécurité autour des 10%, mais je ne rentrerai pas sur cette entreprise juste à cause de la dette qui est très élevée et de free cash flow qui est quand même très bas en ce moment, dans le fond qui est négatif tout simplement. Donc c'est ça. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ou vous avez appris quelque chose, je vous encourage à vous abonner puis mettre un j'aime, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.